Bonjour à tous, merci pour les organisateurs du congrès pour cette invitation pour parler des manifestations systémiques et dysimmunitaires, des syndromes myélodysplasiques et des LMMC. Le topo initial devait se concentrer sur les résultats de l'ECG FEMASA et SAID qui vient d'être terminé. Pour des raisons Covid, on n'aura pas de résultats aujourd'hui encore à communiquer, donc on va parler principalement des nouveautés de l'année 2020. Pour rappel, donc les manifestations auto-immunes dysimmunitaires, en tout cas associées au SMD, voilà les principales séries de la littérature, vous voyez, de taille plutôt faible, de 20 à une cinquantaine de malades, dont la série française, parmi les plus importantes, avait permis un peu de dénombrer les différentes manifestations, différents phénotypes cliniques de ces manifestations dysimmunitaires associées. Donc voilà pour exemple les données françaises de la cohorte donc française qui avait montré que les vascularites et les connectivites étaient les principales manifestations dysimmunitaires associées, mais qu'un certain nombre de choses étaient encore à travailler pour mieux caractériser les phénotypes au sein de ces vascularites. En particulier sur ce qui concernait les tableaux des artérites gigantocellulaires, donc il n'y avait pas de série conséquente de la littérature, donc on ne savait pas s'il y avait des caractéristiques propres, et également des maladies de B7 ou des syndromes de pseudo-B7 plutôt, dont on va parler là. Donc cette année était riche grâce aux travaux français et auxquels donc majorité d'entre vous ont participé et qu'on remercie au sein donc du groupe Minemon, était donc riche pour permettre d'avancer sur ces premiers phénotypes cliniques, et en particulier donc cette première étude, la plus riche de la littérature aujourd'hui, la plus importante, qui s'est concentrée sur l'ensemble des vascularites associées au syndrome myélodysplasique. Ce qu'on observe là, c'est donc un peu les différentes caractéristiques de ces vascularites, les artérites gigantocellulaires qui restent finalement assez fréquentes, et également, comme vous pouvez constater ici, les vascularites enclassées, c'est-à-dire qu'on a du mal à classer dans un type particulier de vascularite selon les critères en tout cas habituels hors SMD, et représentent finalement les principales fréquences, les principales caractéristiques des vascularites associées au SMD. L'autre élément extrêmement important de ces vascularites, et qui est donc important à prendre en charge dans la prise en charge thérapeutique de ces malades, est la proportion extrêmement importante des patients corticodépendants, quasiment un malade sur deux, et des rechutes, 60% à peu près donc de ces vascularites particulières. Au sein de ces vascularites, donc le tableau de B7 est une forme très particulière de syndrome de B7 quand il est associé au syndrome myélodysplasique. On l'avait déjà évoqué dans les précédentes séries, principalement asiatiques, qui avaient souligné principalement des formes digestives perforantes de ces formes de pseudo-B7 très particuliers. Et pour rappel, ces formes digestives sont plutôt rares dans les formes idiopathiques, donc celles qui ne sont pas associées au syndrome myélodysplasique. Et au sein d'une étude française, on avait également référencié l'ensemble des malades français avec ces tableaux de pseudo-B7 et comparé à des formes de maladies de B7 idiopathiques. On a donc constaté des éléments importants qui doivent évoquer ces formes particulières, le sujet d'âge beaucoup plus important que la forme idiopathique habituelle, la rareté, voire l'aspect exceptionnel des formes avec atteinte oculaire, qui sont une caractéristique importante de la maladie de B7 idiopathique, et surtout, bien sûr, donc ces formes digestives importantes, touchant l'ensemble du tube digestif et qui sont donc à caractère perforante et qui constituent donc une véritable urgence diagnostique et thérapeutique. Le troisième aspect donc de ces vascularites, ce sont les artérites gigantocellulaires, et là aussi les données de la littérature pour le moment n'étaient pas très importantes, il n'y avait même pas de série authentique, et donc cette étude récente aussi de notre groupe français a permis d'analyser et comparer aux formes avec une vascularite donc idiopathique les manifestations de cette forme qui sont finalement assez fréquentes chez les sujets âgés qui ont par ailleurs un syndrome myélodysplasique. Donc comme on peut constater ici, les caractéristique principale de cette vascularite, maladie de Horton associée au SMD, c'est la rareté de l'atteinte oculaire, qui est, elle, bien sûr, fréquente dans les formes idiopathiques. Et là aussi, on retient le caractère de la corticodépendance, qui est plus d'un malade sur deux, et des rechutes fréquentes, qui sont vraiment la signature de ces manifestations associées au syndrome myélodysplasique. En revanche, donc, on n'avait pas de différence de ces différentes vascularites et de maladies de Horton en particulier, analysées séparément.
par Remo, en termes de surrisque en tout cas, donc ça veut dire qu'il y avait le fait d'avoir une vascularite n'était pas associé à un surrisque de progression vers une LAM ou un risque de surmortalité lorsqu'on a un syndrome myélodysplasique sous-jacent, mais comme les courbes de Kaplan-Meier le montrent bien ici, le risque de corticodépendance, c'est bien sûr par rapport aux formes idiopathiques tout à fait majeur et reste vraiment un des éléments clés du diagnostic dans certaines formes quand on a en tout cas des doutes. Enfin, le dernier aspect type phénotype clinique dont cette année au sein de Minemon et au sein de la littérature donc internationale on a pu avoir des données intéressantes, c'est celle qui concerne les thrombopénies immunologiques associées au syndrome myélodysplasique. On sait que le diagnostic de ces thrombopénies immunologiques est bien sûr difficile au cours du SMD puisque des formes centrales bien sûr peuvent être parmi les plus fréquentes, que le diagnostic reste difficile pour confirmer l'origine périphérique et que dans cette étude donc du groupe français Minemon, dans ce papier qui est donc en révision mineure à Hematologica, on a défini les thrombopénies immunologiques associées au SMD comme des formes corticodépendantes et ou avec des caractéristiques immunologiques associées, des anticorps antinucléaires et d'autres types d'anticorps, et ou éventuellement une sensibilité aux immunoglobulines intraveineuses. Quand on les comparait aux thrombopénies immunologiques primaires et aux syndrome myélodysplasique sans thrombopénie immunologique présumée, vous voyez que les différences principales qu'on constatait étaient bien sûr concernant le taux de plaquettes, qui était en revanche pas différent des formes de PTI, en tout cas au diagnostic. En revanche, ce qui était important, c'est que les thrombopénies immunologiques associées au syndrome myélodysplasique étaient particulièrement associées à un risque d'hémorragie sévère, environ un tiers des patients dans cette étude française. L'autre élément important, c'était la prise en charge. Vous voyez qu'ici, on a les réponses hématologiques complètes ou partielles telles qu'on les définit dans les thrombopénies immunologiques habituellement, aux différents agents, dont les agonistes de la thrombopoïétine, la dapsone, le danazol et le rituximab. Et quand on comparait donc finalement les thrombopénies immunologiques associées au syndrome myélodysplasie à celles des formes primaires, vous voyez que finalement on ne constate pas de différence en termes de réponse en tout cas entre ces deux formes, qu'elles soient associées en syndrome myélodysplasique ou probablement à une forme sans syndrome myélodysplasique associée. Et donc voilà la proposition d'arbre diagnostique et thérapeutique qu'on avait proposé dans ces situations qui restent difficiles de distinguer la thrombopénie quand elle est profonde dans le contexte d'un syndrome myélodysplasique qui ne semble pas par ailleurs sévère, distinguer la forme périphérique qui est à la fois important en termes de prise en charge et des fois véritablement difficile. Donc voilà les quelques éléments qu'on avait proposés pour permettre d'évoquer le caractère immunologique périphérique d'une thrombopénie au cours du SMD. Vous voyez ici les différents arguments et voyez ici donc les caractéristiques de prise en charge potentielle et les agonistes bien sûr se positionnent probablement ici en première ligne, en particulier bien sûr en absence d'indication de traitement hématologique spécifique tel que l'azacitidine. Et enfin, le dernier élément pour terminer sur les caractéristiques cliniques, de phénotype clinique de ces maladies, c'est donc la constatation d'un surrisque probablement de thrombose. C'est une observation pour le moment originale, il n'y a pas eu de données sur le surrisque de thrombose au cours de ces manifestations associées au SMD. On sait que les syndromes myélodysplasiques sont habituellement peu associés à un surrisque de thrombose, à la différence d'autres maladies hématologiques comme bien sûr les syndromes myéloprolifératifs. Et voilà cette étude qui a donc au sein de à peu près 160 patients permis de comparer les malades qui ont présenté une thrombose veineuse à ceux qui n'ont pas eu de thrombose veineuse au cours de leur suivi. Et voyez ici qu'en analyse univariée de facteurs de risque associés à l'apparition de thrombose, l'élément majeur, l'élément indépendant et le plus fort était celui de la progression du syndrome myélodysplasique. Les autres facteurs associés étaient la présence donc de la poussée de la maladie inflammatoire associée, de la présence d'une polychondrite atrophiante, de la présence des cytopénies auto-immunes et également le sous-type MDS-MPN, donc mixte, de la maladie hématologique sous-jacente. En revanche, le fait d'avoir une thrombose, du fait probablement de puissance statistique, n'était pas associé à un surrisque de mortalité.
Voilà les nouveautés sur les caractéristiques donc cliniques, les nouveaux phénotypes cliniques de ces maladies. Donc on avance de plus en plus à mieux les caractériser et à mieux analyser donc leurs caractéristiques, leur impact. Les autres nouveautés sont sur les caractéristiques NGS tissulaires. Jusqu'à maintenant, donc NGS était principalement réalisé dans le sang et dans la moelle, et on a donc aujourd'hui de plus en plus développé l'utilisation du NGS dans les tissus, en particulier dans les manifestations extrahématologiques associées. L'élément principal de l'avantage de cet NGS, c'est le fait qu'il puisse distinguer éventuellement dans les formes dont la caractérisation clinique est difficile, une forme qui sont tout simplement des localisations d'hématopoïèse clonales extra-hématologiques. Ici, par exemple, l'exemple de ces lésions qui initialement étaient classées comme une forme de lupus, et finalement le NGS clonal avait montré la présence des différents clones avec des VAF et en tout cas des caractéristiques des mutations tout à fait similaires de ce qui était retrouvé dans la moelle, signant très clairement ici des localisations probablement de type extra-hématologique de la maladie sous-jacente. Enfin, on sait, il y a eu beaucoup de débats sur le fait est-ce que la présence de ces manifestations immunitaires pouvait être un élément de pronostic, donc de pronostic péjoratif. Plusieurs études, et parmi celles-ci, donc les données du groupe français, avaient montré qu'il n'y avait aucun surrisque à la fois en termes de survie ni de progression vers la LAM quand on avait donc une maladie immunologique sous-jacente. En revanche, y a-t-il donc une prédisposition des différentes mutations myéloïdes pour s'associer aux maladies auto-immunes? Il y a donc ici les premières données du groupe français sous direction de Lionel Hadès de Saint-Louis qui montre ici donc la distribution des différentes mutations myéloïdes chez des malades MDS avec ou sans manifestation immunitaire, montrant ici, comme vous pouvez constater très clairement la surreprésentation de la mutation T2, mais également des mutations IDH1 et IDH2 chez ces patients. Un autre travail, cette année également, montre des données similaires, principalement ici l'analyse du T2, qui était l'une des mutations vraiment retrouvées au cours de ces manifestations immunitaires associées au SMD. Et enfin, de façon très frais, ce dernier papier du New England qui montre donc une nouvelle mutation qui est associée, donc vous voyez, chez des patients d'un certain âge, des hommes ayant des tableaux de fièvre, de polychondrite atrophiante, de thrombose veineuse, de cytopénie, dont certaines avec dysmyelopoïèse. Et cette mutation chez ces malades qui ressemblent de façon très proche aux polychondrites atrophiantes et aux suites des syndromes myélodysplasiques, ces malades présentaient donc une mutation somatique du gène de l'ubiquitine UBA1 qui est donc signe d'une maladie auto-inflammatoire et donc non auto-immune comme on pouvait penser jusqu'à maintenant, et ouvre donc beaucoup de perspectives à donc de nouveaux gènes de toute la série des gènes des pathways inflammatoires, de l'ubiquitine et d'autres gènes auto-inflammatoires dans ces formes de manifestations immunitaires associées au syndrome myélodysplasique. Et enfin, pour terminer, les nouveautés de la prise en charge. Pour rappel, dans ces manifestations immunitaires, très souvent, l'utilisation des DMARD, c'est difficile du fait du contexte de cytopénie. Et donc, rapidement, l'utilisation des biothérapies a été, en particulier dans les formes de faible risque, proposée. La principale donnée de la littérature reste celle encore issue des données françaises et qui montre, comme vous pouvez observer ici, en termes d'épargne cortisonique, la faible efficacité des biothérapies, en tout cas conventionnelles, par rapport ici à l'azacitidine, et aussi également les données françaises déjà publiées il y a quelques années sur le bénéfice en termes de corticodépendance et d'épargne cortisonique de ces manifestations immunitaires au cours des SMD, y compris de faible risque. Et donc les CGF-MASA, dont on espère pouvoir vous présenter les résultats lors de la prochaine session, qui a donc aujourd'hui terminé les inclusions et dont l'analyse est en cours, l'essai qui permettait d'analyser le bénéfice chez ces patients à faible risque avec donc une corticodépendance, le bénéfice de l'azacitidine pour l'épargne cortisonique, voire l'arrêt de la corticothérapie. Et enfin, pour terminer ici, les dernières données sur l'IL2 low dose, prochainement publiées sur une toute petite série de malades, mais qui est une nouvelle biothérapie avec peu d'effets, et en particulier pas d'effets cytopéniens ni de risque infectieux, qui avait ici, donc dans notre, parmi 3 malades suivis dans le service, permis, en tout cas chez 2 malades sur 3, de diminuer très clairement la corticodépendance qui était à un seuil de 15 à 30 mg jour,
et qui pourrait être potentiellement une nouvelle alternative thérapeutique, en particulier bien sûr dans les formes de faible risque. Pour rappel, donc le groupe Minemon, qui est un des groupes français co-dirigé par nos amis hématologues de Saint-Louis, Pierre Fenot, Lionel Hadès, et donc les internistes de Saint-Antoine, moi et professeur Olivier Fin, et tout un ensemble d'autres collègues hématologues et internistes qui participent très largement. La majorité des données que je vous ai présentées sont issues de ce groupe collaboratif, et donc pour tous les patients présentant ces caractéristiques, n'hésitez pas à nous contacter. Prochainement, une RCP nationale Marie va être effective tous les 2 mois. On pourra également donc présenter ces dossiers en visio et discuter à la fois sur le plan diagnostic, de prise en charge pour tous les malades dont vous avez besoin. Merci pour votre attention.